Imaginez une nuit, il y a 20 000 ans. La steppe est gelée. Le vent souffle depuis le nord, chargé de neige et de silence. La lune éclaire une plaine blanche qui s'étend à perte de vue, là où se trouvera un jour l'Europe, là où se trouvera un jour l'Amérique du Sud. Et dans cette nuit-là, deux prédateurs règnent. L'un possède des canines longues de 28 cm, des lames d'ivoire, courbées comme des sabres, capables de traverser la chair d'un mammouth comme une lame traverse du papier. Son crâne est plus large que votre torse. Sa mâchoire peut s'ouvrir à 120 degrés, soit le double de celle d'un lion africain moderne. Ce n'est pas un monstre sorti d'un film, c'est un animal réel. Il a marché sur cette terre pendant plus de 2 millions d'années. Son nom, Smilodon. L'autre est différent. Plus grand que le plus grand lion vivant aujourd'hui. Plus lourd qu'un cheval de trait. Certains spécimens atteignaient 300 kg, soit le poids d'un piano à queue. Il chassait en groupe, coordonnait ses attaques, pouvait parcourir des milliers de kilomètres à travers les steppes glacées de l'Eurasie. Il n'avait pas de canines géantes, mais il n'en avait pas besoin. Son nom, Panthera spelaea, le lion des cavernes. Deux prédateurs au sommet absolu de la chaîne alimentaire. Deux machines à tuer, perfectionnées par des millions d'années d'évolution. Et une seule question, lequel était le véritable roi? Cette question semble simple, elle ne l'est pas. Parce que pendant longtemps, nous avons tout faux sur ces deux animaux. Nous avons imaginé le Smilodon comme un prédateur lent et maladroit, handicapé par ses propres dents. Nous avons sous-estimé le lion des cavernes, le traitant comme une simple version ancienne du lion africain. Et dans les deux cas, la science a dû se corriger, parfois radicalement. Aujourd'hui, grâce aux analyses isotopiques des ossements, aux reconstructions en 3 dimensions par tomographie informatisée, aux empreintes génétiques extraites de fossiles vieux de 40 000 ans et aux nouvelles modélisations biomécaniques réalisées dans les universités de Bristol, de Toronto et de Barcelone, nous voyons ces animaux d'une façon totalement nouvelle. Et ce que la science révèle est bien plus fascinant que tout ce qu'Hollywood a jamais imaginé. Alors voyageons, remontons le temps de 20 000 ans, entrons dans le monde glacé du Pléistocène. Un monde où l'Europe était couverte de steppes à perte de vue, où les mammouths laineux erraient en troupeaux de plusieurs centaines d'individus, où la Sibérie et l'Alaska étaient reliés par un pont de terre large de 1500 km. Un monde qui appartenait à 2 rois, et nous allons déterminer lequel régnait vraiment. Commençons par comprendre le monde, parce qu'un prédateur ne peut pas être compris sans son environnement. Un tigre arraché à sa jungle n'est plus un tigre, c'est un animal perdu. De la même façon, le Smilodon et le lion des cavernes ne peuvent être compris qu'à travers le prisme du Pléistocène. Et le Pléistocène n'était pas simplement une époque froide. C'était un monde d'une complexité et d'une violence écologique absolument extraordinaires. Le Pléistocène s'étend de 2 500 000 ans à 11 700 ans avant notre époque. Ce n'est pas une période uniforme, c'est une succession de cycles glaciaires et interglaciaires. Des périodes où les glaces s'avancent, puis reculent, puis avancent encore. En tout, on compte au moins 20 cycles glaciaires majeurs sur cette seule période. La Terre respire, elle se contracte sous le froid, puis se dilate sous la chaleur. Et à chaque respiration, les paysages changent, les espèces migrent, les chaînes alimentaires se réorganisent. Au plus fort des glaciations, le niveau des mers baisse de 120 mètres par rapport au niveau actuel. 120 mètres. Cela signifie que la Manche n'existe pas. L'Angleterre est reliée au continent européen par une vaste plaine herbeuse. La Sibérie et l'Alaska sont reliés par la Béringie, un pont continental large de 1500 km, traversé par des mammouths, des bisons géants, des chevaux sauvages et les premiers humains qui colonisent les Amériques. Le monde est méconnaissable. Et pourtant, ce monde est extraordinairement riche. La steppe à mammouth, c'est le nom que les paléontologues donnent à l'écosystème dominant de l'hémisphère nord durant le Pléistocène et l'un des biomes les plus productifs de l'histoire de la Terre. Elle s'étend de l'Espagne jusqu'au Canada, en passant par la Sibérie et l'Alaska. Une immensité d'herbes, de mousses, de plantes ligneuses basses. Et sur cette steppe, une faune d'une diversité stupéfiante. Des mammouths laineux, Mammuthus primigenius, atteignant 4 mètres au garrot et pesant jusqu'à 8 tonnes. Des rhinocéros laineux, Celodonta antiquitatis, blindés de fourrure épaisse et armés d'une corne frontale pouvant dépasser 1 mètre. Des mégacéros, Mégalocéros giganteus,
des cervidés géants dont les bois s'étendaient sur 3,60 mètres d'une pointe à l'autre, soit l'envergure d'un petit avion de tourisme. Des aurochs, des bisons des steppes, des chevaux sauvages en troupeau comptant plusieurs milliers d'individus. C'est un garde-manger de dimension planétaire. Et c'est dans ce garde-manger que prospèrent nos deux prédateurs. Mais voici ce qu'il faut comprendre, et c'est fondamental pour toute la suite de notre enquête. Le smilodon et le lion des cavernes n'occupent pas le même territoire. Pas entièrement. Pas au même moment. Le smilodon est un prédateur américain. Il évolue en Amérique du Nord, puis colonise l'Amérique du Sud il y a environ 2 500 000 ans, lors du Grand Échange américain, l'événement géologique qui voit les deux Amériques se rejoindre par l'isthme de Panama. En Amérique du Nord, le smilodon fatalis, l'espèce la plus connue, règne sur les forêts et les prairies de ce qui sera un jour la Californie, le Texas, le Mexique. En Amérique du Sud, le smilodon populator, la plus grande espèce du genre, s'empare des pampas argentines et des forêts tropicales. Le lion des cavernes, lui, est un prédateur eurasiatique. Il règne sur un territoire gigantesque, de l'Espagne à la Sibérie orientale et peut-être jusqu'en Alaska. Des fossiles de Panthera spelaea ont été retrouvés dans des grottes d'Allemagne, des falaises de France, des sédiments gelés de Yakoutie, des plaines de Sibérie. Leur territoire se frôle. Peut-être se croisent-ils brièvement dans les régions subarctiques. Mais ils n'ont probablement jamais été de véritables contemporains dans le même espace. Ce n'est pas un combat au sens littéral du terme, c'est une comparaison. Laquelle de ces deux stratégies évolutives était la plus efficace? Laquelle de ces deux architectures biologiques était la plus redoutable? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre chacun de ces animaux en profondeur. Commençons par le plus célèbre. Commençons par le smilodon. Parce que le smilodon cache des secrets que la plupart des gens ignorent complètement. Et certains de ces secrets vont vous surprendre. Le nom smilodon vient du grec ancien. Smilé, le couteau, odon, la dent couteau, la dent lame. C'est le nom que le paléontologue danois Peter Wilhelm Lund a donné à ce prédateur en 1842, après avoir découvert ses premiers fossiles dans les grottes du Brésil, dans la région de Lagoa Santa. Et c'est un nom parfait, parce que tout dans le smilodon, absolument tout, est construit autour de ses dents. Mais commençons par ce que la plupart des gens ignorent. Le smilodon n'était pas une espèce unique, c'était un genre. Un groupe de 3 espèces distinctes, séparées dans le temps et dans l'espace, différentes par leur taille et leurs caractéristiques anatomiques, mais toutes partageant la même architecture fondamentale, la même solution évolutive radicale face aux défis de la prédation. La première espèce, Smilodon gracilis, est la plus ancienne et la plus petite. Elle apparaît il y a environ 2 500 000 ans en Amérique du Nord. Son poids est estimé à environ 100 kg, soit celui d'un grand lion africain mâle moderne. Pour un félin, c'est déjà imposant. Mais à l'échelle du genre Smilodon, c'est le petit frère. La deuxième espèce, Smilodon fatalis, est la plus connue. Elle règne en Amérique du Nord de 800 000 ans à 10 000 ans avant notre époque. C'est elle que nous connaissons le mieux, grâce à une découverte paléontologique extraordinaire dont nous parlerons dans quelques instants. Son poids est estimé entre 150 et 280 kg selon les individus. Certains spécimens mâles atteignent la taille d'un lion africain particulièrement imposant, mais avec une musculature et une architecture osseuse radicalement différentes. La troisième espèce, Smilodon populator, est un monstre. C'est la plus grande espèce de félin à dents en sabre jamais documentée. Elle vit en Amérique du Sud, dans les pampas argentines, les forêts du Brésil, les plaines de Patagonie. Son poids est estimé, selon les études publiées dans le Journal of Vertebrate Paleontology, entre 220 et 400 kg. Certaines estimations extrêmes, basées sur les fossiles les plus massifs, évoquent même des individus approchant les 500 kg. Si ces estimations sont exactes, le Smilodon populator était plus lourd qu'un lion de mer adulte, plus lourd qu'un ours codicille, plus lourd que pratiquement tout félin ayant jamais existé. Mais le poids n'est pas ce qui définit le Smilodon. Ce qui définit le Smilodon, c'est son architecture. Prenez un moment pour visualiser cet animal. Pas le Smilodon des films préhistoriques, ce grand chat élancé qui bondit gracieusement sur des mammouths. Non, le vrai Smilodon, celui que la paléontologie moderne nous révèle. Le Smilodon était trapu, massif,
presque ursidé dans ses proportions. Ses membres antérieurs étaient extraordinairement puissants, bien plus que ceux de tout félin vivant aujourd'hui. Son cou était une colonne de muscles d'une épaisseur proprement stupéfiante. Ses épaules étaient hautes et bombées, comme celles d'un taureau de combat. Sa queue était courte, presque un moignon, ce qui suggère qu'il n'était pas un coureur de fond, pas un chasseur à la poursuite, pas un guépard. Le smilodon était un chasseur à l'affût, un prédateur de l'embuscade. Et maintenant parlons des dents. Les canines supérieures du smilodon fatalis atteignaient en moyenne 18 à 20 cm hors de la gencive. Chez le smilodon populator, certains spécimens montrent des canines dépassant 28 cm. 28 cm. C'est la longueur d'une règle scolaire standard. C'est plus long que la main d'un adulte, du poignet au bout du majeur. Ses dents n'étaient pas rondes en section transversale, comme les canines d'un lion. Elles étaient aplaties, comprimées latéralement, comme des lames de couteau. Et leurs bords, avant et arrière, étaient finement dentelés, comme une scie de précision, selon l'analyse publiée dans le Journal of Anatomy en 2018. Ces dents étaient des instruments de précision chirurgicale, pas des outils pour broyer, pas des outils pour écraser, des outils pour trancher. Et c'est ici que l'enquête paléontologique devient vraiment fascinante. Parce que pendant des décennies, les scientifiques ont débattu d'une question apparemment simple. Comment le smilodon utilisait-il ses dents? La première théorie, la théorie du poignard, suggérait que le smilodon enfonçait ses canines directement dans le cou de ses proies, comme deux poignards plantés simultanément. Efficace, brutal, létal en quelques secondes. Mais cette théorie pose un problème mécanique sérieux. Les canines du smilodon, aussi impressionnantes qu'elles soient, sont remarquablement fragiles pour leur taille. La tomographie informatisée des fossiles, notamment les analyses réalisées à l'université de Bristol, révèle que ces dents, malgré leur longueur spectaculaire, pouvaient se briser sous des contraintes latérales importantes. Un mammouth qui se débat, une proie qui résiste violemment, et ses précieuses lames d'ivoire risquent de se fracturer. C'est pourquoi la théorie dominante aujourd'hui est différente, plus subtile, plus intéressante. Le smilodon ne plongeait pas ses dents dans une proie en pleine résistance. Il maîtrisait d'abord sa proie, avec ses membres antérieurs extraordinairement puissants, avec le poids de son corps, avec la force de son cou. Il immobilisait, il contrôlait. Et seulement alors, quand la proie était fixée, quand le mouvement était maîtrisé, il appliquait une morsure précise, calculée, dans la gorge de la victime, tranchant les vaisseaux carotides et la trachée avec une efficacité redoutable. C'est une morsure de précision, pas une morsure de force brute. Et cette distinction change tout. Maintenant, parlons de la découverte qui a tout changé pour notre compréhension du smilodon. La découverte qui a fourni aux paléontologues non pas quelques os fragmentaires, mais des milliers de squelettes complets. Une fenêtre extraordinaire sur la vie et la mort de cet animal. Les puits de la Brea Tar Pits, Los Angeles, Californie. Au cœur de ce qui est aujourd'hui l'une des métropoles les plus peuplées du monde, sous les quartiers résidentiels et les parkings, sous les musées et les restaurants, se trouvent des puits de goudron naturel qui suintent depuis des dizaines de milliers d'années. Des puits qui, pendant le Pléistocène, étaient recouverts d'une fine couche d'eau et de poussière, invisible, indétectable pour les animaux qui s'en approchaient. Un cheval vient boire. Il pose une patte dans le goudron. Il s'enfonce. Il se débat. Il attire l'attention d'un smilodon à l'affût. Le smilodon s'approche. Il entre dans le goudron. Il s'enfonce à son tour. Et ainsi de suite, prédateur après prédateur, charognard après charognard, attiré par les cris des animaux piégés. Le résultat, après des milliers d'années de ce processus macabre, une concentration de fossiles sans équivalent dans le monde. Plus de 3 millions de spécimens osseux extraits des puits de la Brea depuis les premières fouilles systématiques du début du XXe siècle. Parmi eux, plus de 2000 individus de Smilodon fatalis. 2000 individus. De tous les âges, des deux sexes, à toutes les étapes de leur vie et de leur mort. C'est grâce à cette richesse fossile extraordinaire que nous savons des choses sur le Smilodon qu'aucun paléontologue n'aurait osé espérer connaître. Nous savons, par exemple, que le Smilodon soignait ses blessés. Plusieurs individus retrouvés à la Brea présentent des blessures graves, fractures d'épaule, de hanches, de vertèbres, qui auraient été immédiatement fatales pour un prédateur solitaire. Ces individus ne pouvaient plus chasser. Ils ne pouvaient probablement plus se déplacer correctement.
Et pourtant, leurs blessures montrent des signes de guérison avancés. Ces animaux ont survécu des semaines, parfois des mois, après des traumatismes qui auraient dû les tuer. Ce qui implique qu'ils ont été nourris, pris en charge, maintenus en vie par d'autres membres de leur groupe. Le smilodon vivait en groupe. C'est une révélation majeure. Parce que pendant longtemps, on imaginait le smilodon comme un prédateur solitaire, à l'image du tigre moderne. Mais les preuves de la bréa suggèrent un comportement social proche de celui du lion actuel. Des groupes familiaux, une coopération dans la chasse, un soin aux individus blessés ou malades. Un prédateur à dents de sabre, massif, puissant et social. Mais alors, une question se pose naturellement. Si le smilodon était si parfaitement adapté, si efficace, si redoutable, pourquoi a-t-il disparu? Nous y reviendrons. Parce que la réponse est plus complexe et plus troublante qu'on ne le pense généralement. D'abord, rencontrons l'autre roi. Rencontrons Panthera spelaea. Il y a une injustice dans l'histoire de la paléontologie. Le smilodon a des films, des documentaires, des figurines en plastique dans les musées pour enfants. Son image orne des affiches, des jeux vidéo, des encyclopédies illustrées. Il est devenu le symbole absolu de la mégafaune pléistocène, le visage de l'ère glaciaire. Le lion des cavernes, lui, est resté dans l'ombre. C'est une erreur monumentale. Parce que Panthera spelaea était peut-être l'un des prédateurs les plus redoutables, les plus adaptables et les plus intelligents que cette planète ait jamais portés. Un animal qui a dominé un territoire s'étendant sur plus de 20 millions de kilomètres carrés pendant des centaines de milliers d'années. Un animal dont les traces sont gravées dans les grottes préhistoriques par les mains tremblantes de nos ancêtres. Un animal que les premiers êtres humains modernes ont regardé dans les yeux et ont choisi de représenter sur les parois de leurs grottes. Commençons par l'essentiel. Panthera spelaea, dont le nom signifie littéralement la panthère des cavernes, appartient au genre Panthera, le même genre que le lion africain actuel, le tigre, le léopard et le jaguar. C'est un félin véritable, un grand félin. Et selon les analyses génétiques publiées dans la revue Science en 2016, Panthera spelaea est le cousin le plus proche du lion des cavernes américain, Panthera atrox, et non du lion africain moderne, comme on le croyait précédemment. Cette distinction est importante. Elle signifie que le lion des cavernes eurasiatiques et le lion africain moderne ont divergé il y a environ 500 000 ans. Ils partagent un ancêtre commun, mais ils ont suivi des trajectoires évolutives distinctes, adaptées à des environnements radicalement différents. Et l'environnement eurasiatique du Pléistocène n'était pas clément. Maintenant, parlons de la taille, parce que c'est ici que la plupart des gens sont surpris. Panthera spelaea était plus grand que le lion africain moderne, significativement plus grand. Les études biomécaniques basées sur les fossiles les plus complets, notamment ceux découverts dans la grotte de Sixdorf en Allemagne et les spécimens de la Iakoutie sibérienne, suggèrent que les mâles adultes pouvaient atteindre 250 à 300 kg. Certains individus exceptionnels approchaient peut-être les 350 kg. Pour comparaison, un lion africain mâle particulièrement imposant pèse environ 220 kg. Le lion des cavernes dépassait cette limite de façon régulière. Sa longueur totale, du museau à la base de la queue, pouvait atteindre 2,40 m. Sa hauteur au garrot dépassait parfois 1,20 m. C'était un animal de la taille d'un cheval de petit gabarit, mais d'une densité musculaire et osseuse incomparablement supérieure. Et contrairement au smilodon, trapu, massif, construit pour l'embuscade, le lion des cavernes était élancé, puissant mais agile. Ses membres étaient longs et robustes, sa colonne vertébrale flexible. Ses proportions évoquaient un sprinter plutôt qu'un lutteur. C'était un prédateur capable de poursuite à grande vitesse sur les steppes ouvertes de l'Eurasie. Mais voici ce qui rend le lion des cavernes vraiment extraordinaire, son crâne. La morphologie crânienne de Panthera spelaea a été analysée en détail grâce aux tomographies informatisées réalisées à l'Université de Poitiers et au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Et ce que ces analyses révèlent est fascinant. Le lion des cavernes possédait des fosses nasales proportionnellement plus larges que celles du lion africain moderne. Une adaptation possible aux températures arctiques et subarctiques permettant de réchauffer l'air inspiré avant qu'il n'atteigne les poumons. Ses sinus étaient développés différemment. Sa cage thoracique était plus profonde, suggérant une capacité pulmonaire supérieure.
C'était un animal physiologiquement adapté au froid, adapté à courir dans la neige, adapté à survivre à des hivers sibériens. Maintenant, abordons la question qui fascine les paléontologues depuis des décennies, la question de la crinière. Le lion africain mâle possède une crinière, ce manteau de fourrure épaisse autour de la tête et du cou qui lui donne son apparence si caractéristique. Est-ce que le lion des cavernes en avait une également? Pendant longtemps, la réponse était incertaine. Les fossiles ne conservent pas le pelage. Les os ne révèlent pas la fourrure. Puis est venue une découverte extraordinaire. En 2015 et 2018, dans les régions de Sakha et de Yakoutie, en Sibérie orientale, des chasseurs et des chercheurs ont découvert dans le pergélisol, le sol gelé en permanence, les corps de 2 lionceaux du Pléistocène conservés de façon stupéfiante. Leurs muscles, leur peau, leur fourrure, préservés par le gel depuis 20 à 28 000 ans. Ces spécimens, baptisés Spartak et Houyan, ont été analysés par une équipe internationale dirigée par le paléontologue Love Dalen de l'Université de Stockholm. Et leur fourrure était courte, dense, uniformément répartie sur tout le corps, sans la moindre trace d'une crinière naissante. Ce qui suggère, avec toutes les précautions nécessaires, puisqu'il s'agit de jeunes individus et non d'adultes mâles, que Panthera spelaea ne possédait peut-être pas de crinière, ou une crinière bien moins développée que celle du lion africain moderne. Ce qui aurait du sens dans un environnement de steppe ouverte, où la crinière, qui sert en partie à la signalisation visuelle lors des confrontations entre mâles, aurait peut-être eu moins d'importance que dans les savanes africaines. Mais voici ce qui nous dit vraiment quelque chose sur ce prédateur. Les grottes. Le lion des cavernes tire son nom des grottes, et non parce qu'il y vivait en permanence. En réalité, l'hypothèse actuelle est que Panthera spelaea utilisait les grottes comme tanières, essentiellement pour mettre bas et élever ses petits. Les ossements de lionceaux retrouvés dans les systèmes karstiques d'Europe occidentale, notamment dans les grottes de la région Périgord-Charente en France, confirment cette utilisation saisonnière des cavités. Mais les grottes nous ont offert quelque chose d'infiniment plus précieux encore, des images. La grotte Chauvet, découverte en 1994 dans l'Ardèche française, contient les plus anciennes peintures rupestres connues à ce jour, datant d'environ 36 000 ans. Et sur ses parois, parmi les mammouths, les rhinocéros laineux et les ours des cavernes, des lions, représentés avec une précision et une maîtrise artistique stupéfiantes. Des groupes de lions chassant en meute, des lions observant leur proie depuis une position surélevée, des lions en posture d'alerte. Ces images sont une révélation, parce qu'elles montrent des lions sans crinière visible, ce qui confirme l'hypothèse anatomique suggérée par les lionceaux du pergélisol sibérien. Parce qu'elles montrent des animaux chassant en groupe organisé, ce qui confirme un comportement social comparable à celui du lion africain actuel. Et parce qu'elles ont été peintes par des êtres humains qui les avaient observés, qui les avaient côtoyés, qui les avaient peut-être croisés dans l'obscurité d'une steppe glacée. Nos ancêtres et le lion des cavernes étaient contemporains. Ils partageaient les mêmes territoires, ils chassaient les mêmes proies. Et cette coexistence n'était pas sans violence. Plusieurs sites archéologiques en Europe révèlent des marques de griffes de grands félins sur des ossements humains et des marques d'outils humains sur des ossements de Panthera spelaea, suggérant que nos ancêtres chassaient parfois le lion des cavernes ou récupéraient ses restes après sa mort. C'était une relation de tension permanente, de compétition, de danger partagé. Maintenant, nous avons nos 2 protagonistes. Le smilodon, massif, trapu, armé de lames d'ivoire, chasseur à l'embuscade, vivant en groupes sociaux complexes sur les 2 continents américains. Le lion des cavernes, grand, élancé, agile, adapté au froid extrême, chasseur coordonné en meute, dominant les steppes eurasiatiques depuis l'Espagne jusqu'à la Sibérie. 2 architectures biologiques radicalement différentes, 2 réponses évolutives distinctes au même défi fondamental: survivre dans un monde glacé, parmi des proies géantes et des concurrents redoutables. Mais pour vraiment comparer ces 2 animaux, nous devons entrer dans le détail. Nous devons comparer leur biomécanique, leur stratégie de chasse, leur régime alimentaire, leur comportement social, leur intelligence. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que la science moderne dispose aujourd'hui d'outils que les paléontologues des générations précédentes n'auraient pas osé imaginer. Et ces outils révèlent des vérités surprenantes sur les 2 rois de l'ère glaciaire. En 2019,
Une équipe de chercheurs de l'Université de Bristol a publié dans la revue Current Biology une étude qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la paléontologie. Pendant des années, des décennies même, les scientifiques avaient tenté de répondre à une question apparemment simple. Quelle était la force de morsure du smilodon? La question semblait évidente. Un prédateur défini par ses dents devait avoir une morsure dévastatrice. C'était l'hypothèse de départ, l'hypothèse intuitive, l'hypothèse que tout le monde acceptait sans vraiment la questionner. Elle était fausse. L'étude de Bristol, basée sur des modélisations biomécaniques par éléments finis, la même technique utilisée par les ingénieurs pour tester la résistance des ponts et des structures métalliques, révèle que la force de morsure du Smilodon fatalis était en réalité inférieure à celle du lion africain moderne. Significativement inférieure. Environ 1800 newtons pour le Smilodon fatalis contre 2200 newtons pour un lion africain adulte. Prenez le temps d'absorber cela. L'animal le plus célèbre pour ses dents avait une morsure moins puissante que le lion africain actuel, moins puissante que le jaguar, moins puissante que le lynx des neiges, proportionnellement à la taille. Mais pourquoi? La réponse est dans la géométrie. Les muscles de la mâchoire du smilodon, les masséters, les temporaux, étaient disposés de façon à maximiser l'amplitude d'ouverture de la gueule plutôt que la force de fermeture. Sa mâchoire pouvait s'ouvrir à 120 degrés, soit presque le double d'un lion. Pour que les canines de 28 cm puissent être utilisées, il fallait cet angle d'ouverture extrême. Mais cet angle extrême se payait en puissance de fermeture. C'est un compromis évolutif radical. Le smilodon a sacrifié la puissance de morsure pour la précision de la plaie. Ses dents n'écrasaient pas, elles tranchaient, et c'est cette distinction qui explique tout. La morsure du smilodon n'était pas conçue pour broyer un crâne ou écraser une vertèbre. Elle était conçue pour ouvrir les artères carotides et la veine jugulaire en une seule action précise et contrôlée. Une mort par hémorragie massive et asphyxie simultanée, rapide, efficace, définitive. Mais, et c'est crucial, une telle morsure exigeait que la proie soit parfaitement immobilisée au moment de l'application. Un mouvement brusque au mauvais moment et les canines se brisaient. Ce sont des instruments de précision, pas des outils de combat. D'où l'importance capitale des membres antérieurs. Les membres antérieurs du smilodon sont l'une des structures anatomiques les plus étudiées de toute la paléontologie des mammifères, et pour cause. Leurs proportions sont extraordinaires. L'humérus, l'os du bras, est massif, court, doté d'apophyses musculaires surdéveloppées qui témoignent d'une musculature d'une puissance hors du commun. Les études publiées dans le Journal of Zoology estiment que la force de traction des membres antérieurs du Smilodon fatalis était environ 40% supérieure à celle d'un lion africain de même taille. 40%. C'est la différence entre saisir une proie et la clouer au sol. Imaginez la séquence. Le Smilodon est à l'affût, immobile, dissimulé dans la végétation, ses muscles en état de tension maximale. Une proie s'approche. Un cheval sauvage, un cerf géant, peut-être un jeune mammouth isolé de son troupeau. Le Smilodon bondit. Pas une longue poursuite, une explosion de puissance sur quelques mètres. Il atterrit sur le dos de la proie, ses membres antérieurs se referment comme des étaux. Le poids de son corps, peut-être 250 kg, pèse sur l'animal terrasse. La proie tombe. Elle se débat. Mais les membres antérieurs du Smilodon la maintiennent. Et alors seulement, quand le mouvement est contrôlé, quand la gorge est exposée, vient la morsure. Précise, mesurée, létale. C'est une chorégraphie de mort élaborée sur des millions d'années d'évolution. Maintenant, regardons le lion des cavernes. Sa biomécanique est radicalement différente. Et selon les analyses craniométriques détaillées conduites par la paléontologue Vanessa Chimenti à l'Université de Madrid en 2021, le lion des cavernes possédait une force de morsure estimée entre 2500 et 3200 newtons, soit nettement supérieure à celle du Smilodon, et comparable, voire légèrement supérieure, à celle d'un lion africain particulièrement grand. Mais là où le lion des cavernes se distingue vraiment, c'est dans sa polyvalence. Ses canines, robustes, coniques, résistantes, n'étaient pas des instruments de précision chirurgicale. Elles étaient des outils polyvalents, capables de mordre, de maintenir, de broyer avec une force considérable.
capable de résister aux chocs latéraux, aux mouvements brusques, aux résistances imprévues d'une proie en pleine lutte. Sa mâchoire pouvait s'ouvrir à environ 65 degrés, bien moins que le smilodon, mais suffisant pour saisir une proie au cou avec une prise de strangulation efficace. Car c'est précisément ce que le lion des cavernes pratiquait. Comme le lion africain actuel, Panthera spelea tuait probablement ses proies par strangulation, en maintenant sa morsure sur la gorge ou le museau jusqu'à suffocation complète. Une technique qui demande de l'endurance, de la persévérance et une capacité à maintenir une pression constante contre une proie qui se débat, parfois durant plusieurs minutes. C'est une technique moins spectaculaire que les lames d'ivoire du smilodon, mais elle est remarquablement robuste, remarquablement fiable et remarquablement adaptable à des proies de taille et de comportements variés. Parlons maintenant de la vitesse, parce que c'est un paramètre fondamental pour tout prédateur, et les deux animaux diffèrent considérablement sur ce. Le smilodon n'était pas un coureur. Ses proportions corporelles, membres courts, torse massif, centre de gravité bas, sont incompatibles avec une vitesse de pointe élevée. Les modélisations biomécaniques suggèrent une vitesse maximale d'environ 40 à 50 km/h sur de très courtes distances, comparable à un ours brun en plein sprint. Impressionnant pour un animal de cette masse, mais loin des 65 à 80 km/h d'un guépard, ou même des 50 à 60 km/h d'un lion africain. Le smilodon compensait cette limitation par la stratégie, par la patience, par l'embuscade parfaite, déclenchée depuis une distance minimale, maximisant la puissance de l'impact initial. Le lion des cavernes, lui, était clairement plus rapide. Ses membres longs et élancés, sa colonne flexible, ses proportions athlétiques suggèrent une vitesse de pointe comparable à celle du lion africain, entre 50 et peut-être 65 km/h sur de courtes distances. Suffisant pour poursuivre des chevaux sauvages sur les steppes ouvertes. Suffisant pour coordonner des attaques en groupe sur des proies tentant de fuir. Et c'est ici que nous atteignons peut-être la différence fondamentale entre les deux prédateurs. La flexibilité. Le lion des cavernes était un généraliste, un prédateur capable de s'adapter, de chasser seul ou en groupe, de poursuivre ou d'embusquer, de s'attaquer à des proies de tailles très diverses, du renne au rhinocéros laineux. Les analyses isotopiques des ossements de Panthera spelea, publiées dans Quaternary Science Reviews en 2017, révèlent un régime alimentaire d'une diversité remarquable selon les régions et les périodes. En Europe occidentale, les cervidés géants et les chevaux dominaient son menu. En Sibérie, les rennes et les bisons des steppes. En Alaska, les caribous et les bœufs musqués. Le lion des cavernes mangeait ce que la steppe lui offrait. Il s'adaptait. Le smilodon, en revanche, était un spécialiste, un prédateur optimisé pour des proies spécifiques, grandes, épaisses, lentes à réagir. Des proies dont la peau épaisse et la masse imposante justifiaient le recours à des canines lames plutôt qu'à une morsure de strangulation classique. Les mégathériums, les paresseux géants d'Amérique du Sud atteignant 6 tonnes. Les glyptodons, ces armadillos géants blindés de carapaces osseuses. Les chevaux et les tapirs des prairies nord-américaines. Les jeunes mammouths isolés. Et c'est précisément cette spécialisation qui soulève une question inquiétante. Une question dont la réponse préfigure peut-être la fin de l'histoire du smilodon. Si ces proies disparaissent, que lui arrive-t-il? Mais nous n'en sommes pas encore là. Parce qu'avant de parler de la fin, nous devons parler du sommet. Nous devons parler de ce que ces deux prédateurs étaient capables d'accomplir au fait de leur puissance. Nous devons parler de leur proie, de leur chasse, des batailles qu'ils livraient non seulement contre leurs victimes, mais contre leurs concurrents. Parce que le smilodon et le lion des cavernes n'étaient pas seuls au sommet de la chaîne alimentaire. Et les confrontations qui se jouaient dans ce monde glacé étaient d'une violence et d'une complexité que nous commençons seulement à comprendre. Mettez-vous à la place d'un smilodon. Vous pesez 250 kg. Vos canines mesurent 20 cm. Votre musculature est à son pic de puissance. Vous êtes au sommet absolu de votre condition physique. Et devant vous, dans la lumière pâle d'un matin pléistocène, se tient votre proie potentielle. Un mammouth laineux adulte. 4 mètres de haut, 8 tonnes. Des défenses incurvées atteignant 3,50 m. Une peau épaisse de plusieurs centimètres, recouverte d'une fourrure dense,
des pattes capables d'écraser un prédateur d'un seul coup, et une intelligence sociale redoutable, parce que les mammouths, comme les éléphants modernes, vivaient en groupes familiaux matriarcaux, communiquaient par infrasons et réagissaient collectivement aux menaces. Même pour un smilodon dans la fleur de l'âge, attaquer un mammouth adulte en pleine santé était une entreprise suicidaire. Ce que chassaient réellement les grands prédateurs du Pléistocène, voilà une question qui a profondément évolué dans la littérature scientifique au cours des 2 dernières décennies. Et la réponse est plus nuancée, plus fascinante que les représentations classiques ne le laissent entendre. Les analyses isotopiques du carbone et de l'azote, extraits des ossements de Smilodon fatalis, publiés dans un article majeur de la revue PLOS ONE en 2015 par une équipe dirigée par la chercheuse Larissa De Santis de l'université Vanderbilt, révèlent une image précise de son régime alimentaire. Et ce que ces isotopes racontent, c'est que le Smilodon de la Bréa se nourrissait principalement de proies de taille moyenne à grande, des chevaux, des bisons, des cerfs géants. Les mammouths apparaissent dans l'analyse, mais de façon marginale. Ce qui suggère que le Smilodon ciblait préférentiellement des individus jeunes, malades ou isolés parmi les grands herbivores, et non les adultes en pleine santé au cœur de leur troupeau. C'est la stratégie classique du prédateur intelligent. Vous ne vous attaquez pas à la forteresse, vous cherchez la brèche dans les murailles. Mais il y avait des exceptions. Les empreintes fossiles découvertes dans la formation de Rancho La Brea et les sites contemporains montrent des traces de lutte colossales. Des ossements de mammouths juvéniles portant des marques de dents identifiées comme appartenant au Smilodon. Des vertèbres fracturées témoignant de la violence de ces confrontations. Et parfois, des ossements de Smilodon lui-même, présentant des fractures caractéristiques des coups de défense ou de sabots, rappelant que chaque chasse était un pari, que chaque attaque pouvait être la dernière. Maintenant, regardons les concurrents. Parce que le Smilodon n'était pas seul au sommet de la chaîne alimentaire nord-américaine. Loin de là. Le concurrent le plus direct et le plus redoutable était Arctodus simus, l'ours à face courte géant. Un animal qui défie l'imagination. Debout sur ses pattes arrière, il atteignait 3,50 m, soit la hauteur d'un premier étage. Son poids est estimé entre 700 et 1000 kg selon les spécimens. Ses membres étaient extraordinairement longs et élancés pour un ours. Certains chercheurs suggèrent qu'il pouvait courir à des vitesses approchant les 50 à 60 km/h sur de courtes distances, ce qui en ferait l'ours le plus rapide ayant jamais existé. Pendant longtemps, Arctodus simus a été décrit comme un hypercarnivore, un prédateur chassant activement de grandes proies. Cette hypothèse a été largement débattue et partiellement révisée. Les analyses isotopiques les plus récentes suggèrent qu'il était probablement omnivore, avec une forte tendance au charognage, capable de chasser les autres prédateurs hors de leur proie grâce à sa taille et sa puissance intimidante. Imaginez la scène. Un Smilodon vient d'abattre un cheval sauvage après une embuscade parfaite. Il commence à se nourrir. Et soudain, une silhouette massive émerge de la végétation. Arctodus simus. 1000 kg d'ours à face courte, se déplaçant avec une assurance tranquille et terrifiante. Que fait le Smilodon? Probablement ce que fait tout prédateur sensé face à un concurrent beaucoup plus massif. Il cède, il abandonne sa proie, et il attend. Cette compétition interespèces pour les carcasses était un élément central de l'écologie pléistocène nord-américaine. Les paléontologues appellent ce phénomène la kleptoparasitisme, le vol de nourriture entre espèces. Et dans ce jeu, la taille comptait énormément, ce qui signifie que le Smilodon, malgré sa redoutable efficacité à tuer, était probablement régulièrement dépossédé de ses proies par des concurrents plus massifs. À moins que le groupe ne soit là pour défendre la carcasse. Et c'est ici que le comportement social du Smilodon prenait toute son importance stratégique. Un groupe de 5 ou 6 Smilodons autour d'une carcasse était une proposition bien plus dissuasive pour Arctodus simus qu'un individu solitaire. La cohésion sociale n'était pas seulement une question de soins aux blessés, c'était une stratégie de survie économique. Protéger l'investissement énergétique représenté par une chasse réussie. Mais ce n'était pas le seul concurrent. En Amérique du Nord, le Smilodon partageait son territoire avec Panthera atrox, le lion américain. Un prédateur distinct du lion des cavernes eurasiatiques, mais apparenté, d'une taille comparable et d'une puissance similaire. Les fossiles de Panthera atrox retrouvés à La Brea
montrent des marques de morsure qui, dans certains cas, pourraient correspondre à des confrontations avec le smilodon. La coexistence de ces deux apex prédateurs sur le même territoire impliquait une partition écologique, une division implicite des ressources et des stratégies de chasse pour minimiser les conflits directs. Maintenant, traversons l'Atlantique. Sur les steppes eurasiatiques, le lion des cavernes faisait face à ses propres concurrents. Et il n'était pas moins impressionnant. Le concurrent le plus dangereux de Panthera spelea était probablement Crocuta spelea, l'hyène des cavernes. Une sous-espèce, ou selon certains chercheurs une espèce distincte, de l'hyène tachetée actuelle, mais significativement plus grande. Son poids pouvait atteindre 100 kg. Et surtout, elle vivait en clans pouvant compter plusieurs dizaines d'individus. Sa force de morsure était phénoménale, parmi les plus puissantes de tout le règne des mammifères, capable de broyer des os de mammouth pour en extraire la moelle. L'hyène des cavernes était partout. Elle occupait les mêmes grottes que le lion des cavernes, elle chassait les mêmes proies, elle volait les mêmes carcasses, et en nombre, elle pouvait intimider même un groupe de lions des cavernes. Les grottes d'Europe occidentale contiennent des preuves accablantes de cette coexistence conflictuelle. Dans la grotte d'Arcy-sur-Cure en Bourgogne, les archéologues ont retrouvé des ossements de lions des cavernes aux côtés d'ossements d'hyènes des cavernes, certains portant les marques de dents caractéristiques des deux espèces. Un même espace, disputé par deux prédateurs redoutables sur des millénaires. Mais l'hyène n'était pas le seul défi du lion des cavernes. Il y avait aussi l'ours des cavernes, Ursus spelaeus, un colosse herbivore, oui herbivore, selon les analyses isotopiques les plus récentes, pouvant atteindre 500 kg. L'ours des cavernes ne chassait pas les lions des cavernes, mais il occupait les mêmes grottes. Il entrait en compétition directe pour les abris. Et un ours des cavernes adulte de 500 kg, même herbivore, était capable d'infliger des blessures mortelles à un lion des cavernes qui aurait eu le malheur de s'aventurer dans sa tanière. Et puis, il y avait les humains. Homo sapiens est arrivé en Europe il y a environ 45 000 ans. Et dès leur arrivée, les relations entre notre espèce et les grands prédateurs ont été complexes, dangereuses et mutuellement impactantes. Les traces archéologiques révèlent une compétition directe pour les grottes, ces abris précieux dans un environnement glacé. Des sites comme la grotte de Vogelerd en Allemagne ou la grotte de Gargaz dans les Pyrénées montrent des preuves de l'utilisation alternée, parfois simultanée, de ces espaces par les humains et les grands félins. Nos ancêtres chassaient le renne, le cheval, le mammouth. Le lion des cavernes chassait le renne, le cheval, le mammouth. Cette superposition des niches écologiques créait une tension permanente, une compétition qui se jouait chaque jour sur les mêmes steppes. Et parfois, cette compétition tournait au tragique. Des ossements humains du Pléistocène, retrouvés en Europe centrale, portent des marques caractéristiques de grands félins, des traces d'une mort violente, d'une prédation. Nos ancêtres n'étaient pas à l'abri. Ils n'étaient pas au sommet de la chaîne alimentaire de façon inconditionnelle. Dans ce monde glacé, ils étaient des proies potentielles autant que des prédateurs. Et pourtant, c'est notre espèce qui a survécu. C'est notre espèce qui est aujourd'hui là pour raconter l'histoire du lion des cavernes et du smilodon. Pourquoi? La question de l'extinction de ces deux prédateurs est l'une des plus débattues de toute la paléontologie du Quaternaire. Elle touche à des dynamiques planétaires d'une complexité vertigineuse. Changement climatique, transformation écologique et l'impact d'une espèce nouvelle dont les capacités cognitives et technologiques étaient sans précédent dans l'histoire de la vie sur Terre. Mais avant de parler de la fin, nous devons parler du moment le plus fascinant de cette enquête. Nous devons comparer directement ces deux prédateurs sur les critères qui comptent vraiment. Force, vitesse, intelligence, adaptabilité, comportement social. Et nous devons tenter de répondre à la question que vous attendez depuis le début. Si ces deux animaux s'étaient trouvés face à face, lequel aurait dominé? Posons les règles de cette comparaison. Nous ne parlons pas d'un combat au sens hollywoodien du terme. Pas de deux bêtes se jetant l'une sur l'autre dans une arène imaginaire. La paléontologie n'est pas un sport de combat. Ce que nous comparons, c'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus révélateur. Deux stratégies évolutives, deux architectures biologiques, deux façons radicalement différentes de résoudre le même problème fondamental. Comment survivre au sommet d'un monde glacé?
Commençons par la force brute. Et ici, il faut être précis. Parce que la force est une notion composite. Elle ne se réduit pas à un seul chiffre. Elle se décompose en plusieurs paramètres distincts. La force de morsure, la puissance des membres, la masse corporelle, la résistance aux blessures. Et sur chacun de ces paramètres, les deux animaux présentent des profils très différents. Force de morsure. Avantage au lion des cavernes, sans ambiguïté. 2500 à 3200 newtons contre 1800 newtons pour le Smilodon fatalis. Le lion des cavernes mordait plus fort. Sa morsure était plus robuste, plus polyvalente, plus résistante aux imprévus d'une proie en résistance. Ses canines coniques ne risquaient pas de se briser sous une contrainte latérale soudaine. Sa mâchoire était une pince puissante et fiable. Puissance des membres antérieurs. Avantage au Smilodon. Significatif. 40% de force de traction supérieure à un lion de même taille, selon les études publiées dans le Journal of Zoology. Le Smilodon pouvait saisir, immobiliser et contrôler des proies d'une façon que le lion des cavernes ne pouvait tout simplement pas égaler. Ses membres antérieurs étaient des instruments de maîtrise absolue, des étaux biologiques d'une puissance extraordinaire. Masse corporelle. Match nul, avec des nuances. Le Smilodon populator pouvait dépasser 350 kg dans ses individus les plus massifs. Le lion des cavernes atteignait 300 kg dans ses spécimens les plus imposants. Mais le Smilodon fatalis, l'espèce nord-américaine, était généralement plus léger que le lion des cavernes eurasiatiques. La comparaison dépend donc des espèces et des individus. Si l'on compare les représentants les plus massifs de chaque groupe, le Smilodon populator contre le plus grand lion des cavernes connu, le Smilodon l'emporte en masse. Mais en moyenne, les deux animaux étaient comparables. Résistance aux blessures. Avantage au lion des cavernes. Et cet avantage est peut-être le plus important de tous sur le long terme. Le Smilodon était vulnérable. Ses dents, son atout principal, étaient ses points de fragilité les plus critiques. Une canine brisée, c'était potentiellement un animal incapable de chasser efficacement, incapable de se nourrir, condamné à une mort lente. Les fossiles de la bréa montrent plusieurs individus présentant des canines fracturées ou manquantes, et leurs ossements témoignent d'un état de santé rapidement dégradé dans les semaines suivant la perte d'une dent. Le lion des cavernes n'avait pas ce talon d'Achille. Ses dents étaient robustes, résistantes, remplaçables dans l'arsenal de ses tactiques de chasse. Une blessure grave à la mâchoire était sérieuse, mais pas nécessairement fatale pour un individu soutenu par son groupe. Passons maintenant à l'intelligence. Et ici, nous entrons dans un territoire scientifiquement délicat. Parce que l'intelligence animale est difficile à mesurer à partir de fossiles. Les os ne conservent pas les pensées. Les dents ne racontent pas les stratégies. Nous devons donc utiliser des indicateurs indirects. La taille relative du cerveau, la complexité du comportement social, la diversité des stratégies de chasse documentées. Le quotient d'encéphalisation, le rapport entre la taille du cerveau et la masse corporelle, est l'un de ces indicateurs. Et sur ce point, les deux animaux présentent des valeurs comparables, proches de celles des grands félins actuels. Aucun des deux ne semble avoir eu un avantage neurologique significatif sur l'autre. Mais le comportement social est un indicateur différent. Et là, les preuves convergent vers une conclusion intéressante. Le lion des cavernes, comme le lion africain actuel, chassait en groupe coordonné. Les peintures de la grotte Chauvet le montrent avec une précision troublante. Des individus se déplaçant en formation, certains en position de rabatteur, d'autres en position d'attaque. C'est une stratégie de chasse qui exige une communication complexe, une capacité à anticiper les mouvements de ses congénères, une forme de théorie de l'esprit rudimentaire, comprendre ce que l'autre va faire et adapter son propre comportement en conséquence. Le Smilodon vivait aussi en groupe. Mais les preuves de ces stratégies de chasse collective sont moins directes. Les fossiles de la bréa témoignent de la coexistence et du soin mutuel, mais pas nécessairement d'une coordination de chasse aussi sophistiquée que celle documentée pour le lion des cavernes. Sur le critère de l'intelligence collective et de la coordination, avantage probable au lion des cavernes. Mais voici où la comparaison devient vraiment complexe. L'adaptabilité. C'est peut-être le critère le plus révélateur de tous. Parce que dans un monde en perpétuel changement,
Un monde où les glaciations avancent et reculent, où les paysages se transforment, où les proies migrent et disparaissent, la capacité à s'adapter est la différence entre la survie et l'extinction. Et sur ce critère, le lion des cavernes l'emporte de façon éclatante. Les analyses isotopiques de Panthera spelaea, à travers différentes régions et différentes périodes, montrent une flexibilité alimentaire remarquable. En Europe occidentale, il se spécialisait sur les cervidés. En Sibérie, il suivait les rennes et les bisons des steppes. En Alaska, il s'attaquait aux caribous et aux bœufs musqués. Quand les proies changeaient, il changeait avec elles. Quand les paysages se transformaient, il se transformait avec eux. Le smilodon, en revanche, montrait une spécialisation plus marquée. Son anatomie extraordinaire, ses membres trapus, ses canines gigantesques, cette musculature d'embuscade était optimisée pour un type particulier de proie, dans un type particulier d'environnement. Dans les prairies et les forêts d'Amérique du Nord et du Sud, peuplées de mégafaunes géantes, il était parfait, absolument parfait. Mais cette perfection avait un prix. La spécialisation est une stratégie gagnante, jusqu'au moment où les conditions changent. Et les conditions ont changé. Parlons maintenant de la question que tout le monde attend depuis le début de ce chapitre. Si un smilodon fatalis adulte mâle et un lion des cavernes adulte mâle se retrouvaient face à face, qui l'emporterait? Les paléontologues détestent cette question. Elle est simpliste, ils ont raison. Elle ignore la complexité des comportements animaux. Elle réduit deux êtres vivants sophistiqués à des statistiques de combat. Mais elle est inévitable, elle est humaine. Elle est la question que nous nous posons tous depuis que nous connaissons ces deux animaux. Alors, tentons d'y répondre honnêtement, avec les outils de la science. Un smilodon fatalis moyen pesait entre 150 et 280 kg. Ses membres antérieurs étaient extraordinairement puissants. Ses canines étaient des armes létales d'une précision redoutable. Mais, et c'est crucial, ces canines exigeaient une proie immobilisée pour être utilisées efficacement. Et immobiliser un lion des cavernes de 250 kg, élancé, agile, doté d'une force de morsure supérieure et de griffes puissantes, était une toute autre proposition qu'immobiliser un cheval ou un cerf. Le lion des cavernes, face au smilodon, aurait présenté un profil de résistance particulièrement défavorable pour les canines du smilodon. Sa colonne vertébrale flexible lui permettait des mouvements rapides et imprévisibles. Sa morsure de 2500 newtons, appliquée sur le cou ou l'épaule du smilodon, aurait pu infliger des blessures dévastatrices. Et ses griffes rétractiles, comparables en taille à celles d'un lion africain, mais sur un gabarit plus imposant, étaient des instruments de lacération redoutables. La modélisation d'une telle confrontation, exercice spéculatif mais fondé sur des données biomécaniques réelles, suggère que dans un affrontement direct, en terrain ouvert, le lion des cavernes aurait probablement eu l'avantage. Sa robustesse, sa vitesse supérieure, sa morsure plus puissante et ses dents moins vulnérables lui conféraient un profil de combattant plus polyvalent. Mais, dans une embuscade parfaite, le smilodon surgissant de son affût, frappant de ses membres antérieurs colossaux, renversant le lion des cavernes avant que celui-ci n'ait eu le temps de réagir, le scénario s'inversait radicalement. Un smilodon au sommet de son art, exploitant l'élément de surprise, pouvait potentiellement maîtriser et tuer un lion des cavernes avant que ce dernier n'ait pu déployer ses propres atouts. C'est pourquoi la question du vainqueur dans un combat direct n'a pas de réponse unique. Elle dépend du contexte, de l'individu, de la situation, comme dans la nature réelle. Mais si la question est différente, laquelle de ces deux stratégies évolutives était globalement plus efficace, plus durable, mieux adaptée au monde du Pléistocène? Alors la réponse est plus claire. Et paradoxalement, elle ne se trouve pas dans l'anatomie. Elle ne se trouve pas dans la biomécanique. Elle se trouve dans ce qui est arrivé à ces deux animaux à la fin du Pléistocène, dans leurs destins respectifs. Le lion des cavernes a disparu il y a environ 14 000 ans. Le smilodon a disparu il y a environ 10 000 ans. Les deux ont succombé à la même vague d'extinction qui a balayé la mégafaune mondiale entre 14 000 et 10 000 ans avant notre époque. Mais leur disparition n'a pas été identique. Et les différences dans la façon dont ils ont disparu nous disent peut-être plus sur leurs forces et leurs faiblesses respectives que tout ce que nous avons discuté jusqu'ici. Parce que la vraie épreuve pour un prédateur, ce n'est pas de tuer, c'est de survivre quand tout change autour de lui. Et ce changement,
catastrophique, brutale, inexorable, est au cœur du chapitre suivant. Il y a 14 000 ans, quelque chose a commencé à mourir. Pas un individu, pas une espèce, un monde entier. En l'espace de quelques millénaires, un battement de cils à l'échelle géologique, la mégafaune de la planète s'est effondrée avec une brutalité et une rapidité sans précédent depuis l'extinction des dinosaures, 66 millions d'années auparavant. Le mammouth laineux, le rhinocéros laineux, le mégacéros au bois géant, l'ours à face courte, le cheval sauvage d'Amérique du Nord, le paresseux géant, le glyptodon, le lion américain, l'hyène des cavernes, et bien sûr, le smilodon et le lion des cavernes, disparus, tous, en quelques millénaires. C'est l'une des plus grandes catastrophes biologiques de l'histoire récente de la Terre. Et c'est l'un des débats les plus passionnés, les plus complexes et les plus politiquement chargés de toute la paléontologie moderne. Parce que la question de la cause de ces extinctions touche à quelque chose de profondément inconfortable pour notre espèce. Notre propre rôle dans la destruction du monde qui nous a précédés. Commençons par les faits établis. Entre 14 000 et 10 000 ans avant notre époque, la Terre connaît une transformation climatique d'une ampleur considérable. C'est la fin du dernier maximum glaciaire, la période où les glaces continentales atteignaient leur extension maximale. Les calottes glaciaires commencent à reculer. Les températures moyennes remontent. Les paysages se transforment à une vitesse géologiquement vertigineuse. La steppe à mammouth, cet écosystème d'une productivité extraordinaire qui couvrait des millions de kilomètres carrés de l'Espagne à l'Alaska, commence à se fragmenter. Les herbes nutritives qui nourrissaient les troupeaux de mammouths et de bisons géants cèdent la place à des forêts boréales et à des toundras moins productives. Les niveaux des mers remontent. La Béringie, ce pont continental reliant la Sibérie à l'Alaska, disparaît sous les eaux il y a environ 11 000 ans. Les grandes plaines se morcellent. Les habitats se rétrécissent. Pour des espèces qui dépendaient de vastes espaces ouverts et de proies abondantes, c'était une catastrophe en ralenti. C'est la théorie climatique. Et elle est solide. Les données paléoclimatiques, extraites des carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, des sédiments lacustres, des pollens fossiles, confirment sans ambiguïté une transformation majeure de l'environnement mondial entre 14 000 et 10 000 ans avant notre époque. Mais voici le problème avec la théorie climatique pure. Ce n'est pas la première fois que la Terre traverse une telle transformation. Au cours du seul Pléistocène, la Terre a connu au moins 20 cycles glaciaires majeurs. 20 périodes de refroidissement intense, suivies de réchauffements parfois aussi brutaux que celui de la fin du Pléistocène. Et à chaque fois, la mégafaune a survécu. Elle s'est adaptée. Elle a migré. Elle a traversé ces bouleversements climatiques répétés pendant plus de 2 millions d'années. Pourquoi ce dernier réchauffement, le 19e ou le 20e de la série, aurait-il été fatal là où les précédents ne l'avaient pas été? C'est la faille dans la théorie climatique. Et c'est là qu'entre en scène la deuxième hypothèse. L'hypothèse de la surexploitation humaine. La théorie de l'overkill. Cette théorie a été proposée pour la première fois de façon systématique par le paléontologue Paul Martin de l'Université d'Arizona en 1966. Et dans ses grandes lignes, elle est d'une logique implacable. Les êtres humains modernes, Homo sapiens, se sont répandus sur la planète en plusieurs vagues migratoires successives. Et partout où ils sont arrivés, dans des territoires où la mégafaune n'avait jamais côtoyé de chasseurs humains, dotés d'armes projetées et d'une organisation collective sophistiquée, des extinctions massives ont suivi, avec une corrélation temporelle troublante. En Australie, Homo sapiens arrive il y a environ 50 000 ans. En quelques millénaires, la quasi-totalité de la mégafaune australienne disparaît. Diprotodon, le marsupial géant de la taille d'un rhinocéros. Thylacoleo carnifex, le lion marsupial aux griffes rétractiles les plus puissantes proportionnellement à sa taille de tout le règne animal. Procoptodon, le kangourou géant atteignant 2,40 m. En Amérique du Nord et du Sud, les premiers humains traversent la Béringie il y a entre 15 000 et 13 000 ans. En moins de 2000 ans, 70% de la mégafaune américaine s'effondre. Mammouths, mastodontes, chevaux sauvages, chameaux américains, paresseux géants, glyptodons. Et avec eux, les prédateurs qui dépendaient de ces proies. Le smilodon.
C'est le mécanisme central de la théorie de l'overkill appliquée aux grands carnivores. Le smilodon n'a pas été chassé directement jusqu'à l'extinction. Il a été tué indirectement, par la disparition de ses proies. Quand les grandes proies disparaissent, le spécialiste meurt avec elles. Mais la théorie de l'overkill a aussi ses critiques. Et certaines de ces critiques sont solides. Premièrement, les preuves directes de chasse intensive à la mégafaune en Amérique du Nord sont relativement rares. Les sites archéologiques montrant des abattages massifs de mammouths ou de paresseux géants par des humains sont connus. Clovis, Lanier, Murray Springs en Arizona, mais pas suffisamment nombreux pour justifier l'extinction de continents entiers, selon certains chercheurs. Deuxièmement, la chronologie n'est pas toujours aussi précise qu'on le souhaiterait. Dans certaines régions, les extinctions semblent avoir précédé l'arrivée des humains, ou s'être produites de façon asynchrone par rapport aux vagues migratoires. Troisièmement, certaines espèces de mégafaune dans certaines régions ont survécu bien plus longtemps que ne le prédit la théorie de l'overkill pur. Les mammouths laineux de l'île Wrangel, dans l'Arctique sibérien, ont survécu jusqu'il y a environ 4000 ans, soit plusieurs millénaires après leur disparition sur le continent. Leur isolement géographique les avait protégés de la pression humaine. Ce dernier point est peut-être la preuve la plus éloquente du rôle humain dans les extinctions. Quand les humains sont absents, la mégafaune survit. Quand les humains arrivent, elle s'effondre. La synthèse la plus défendue aujourd'hui dans la communauté scientifique est la théorie de la double pression. Ni le climat seul, ni les humains seuls, mais une combinaison synergique des deux, chacun fragilisant les populations de mégafaune de façon indépendante, et leur conjonction créant une pression insupportable pour des espèces déjà stressées. Le changement climatique réduisait et fragmentait les habitats. Les humains éliminaient les individus les plus vulnérables, les jeunes, les malades, les isolés, avec une efficacité nouvelle et sans précédent évolutif pour ces espèces. Les populations diminuaient, les troupeaux se fragmentaient, les zones refuges disparaissaient, et au bout du compte, le seuil de viabilité démographique était franchi. En dessous d'un certain nombre d'individus, une population ne peut plus se reproduire suffisamment vite pour compenser sa mortalité. Et elle s'effondre. Maintenant, revenons à nos deux protagonistes, et regardons leur extinction avec les yeux de la comparaison. Le lion des cavernes disparaît il y a environ 14 000 ans en Europe occidentale. Mais, et c'est fascinant, des populations semblent avoir persisté bien plus longtemps en Sibérie orientale et en Alaska. Des ossements de Panthera spelea, datés d'il y a 12 000 ans, ont été retrouvés en Yakoutie. Et certaines données génétiques, analysées par l'équipe de Love d'Allen, suggèrent que des populations relictuelles auraient pu survivre jusqu'il y a peut-être 10 000 ans dans les régions les plus reculées de l'Arctique. Ce qui est cohérent avec la théorie de la double pression. En Europe occidentale, là où la pression humaine était la plus forte et le changement climatique le plus radical, le lion des cavernes disparaît en premier. Dans les refuges arctiques, à l'abri de la pression humaine directe, des populations survivent plus longtemps. Le smilodon, lui, disparaît il y a environ 10 000 ans en Amérique du Nord. Et en Amérique du Sud, où les humains sont arrivés légèrement plus tard, peut-être jusqu'il y a 8 000 ans pour les dernières populations de smilodon populator, dans les régions les plus isolées de Patagonie. Et ici, la comparaison révèle quelque chose de poignant. Le smilodon a résisté plus longtemps que le lion des cavernes. Malgré sa spécialisation, malgré sa dépendance à des proies géantes en voie de disparition, le smilodon a tenu. Il a cherché des alternatives. Les analyses isotopiques des dernières populations de smilodon de la Bréa montrent un régime alimentaire changeant dans les derniers millénaires. Une diversification vers des proies plus petites, une adaptation forcée à un menu appauvri. Mais c'était trop peu, trop tard. Les grandes proies avaient disparu. Les proies alternatives étaient insuffisantes pour nourrir un prédateur de 250 kg avec ses besoins énergétiques colossaux. Et les humains, avec leurs lances à pointe de silex, leurs pièges, leur organisation collective, achevaient ce que le changement climatique avait commencé. La dernière génération de smilodons sur Terre n'a probablement pas compris pourquoi le monde changeait autour d'elle. Pourquoi les troupeaux de chevaux et de bisons se raréfiaient. Pourquoi les proies faciles devenaient introuvables. Elle a simplement continué à faire ce que son évolution lui avait appris à faire. Chercher l'embuscade parfaite, saisir la proie parfaite,
appliquer la morsure parfaite, jusqu'au moment où il n'y avait plus rien à chasser. Et le silence s'est installé. Un silence qui dure depuis 10 000 ans. Mais ce silence cache encore des secrets, des questions que la science n'a pas encore résolues, des découvertes récentes qui bouleversent ce que nous pensions savoir sur ces deux animaux. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, pas encore résolu. Des découvertes récentes qui bouleversent ce que nous pensions savoir sur ces deux animaux. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant,